Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session consacrée à la souveraineté au digital. Je m'appelle Darko Adamovic, je suis avocat associé Gibson Dunn. J'ai l'honneur de pouvoir modérer cet échange entre Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Vincent Lévita, fondateur et président d'Infravia. Bonjour Vincent. Alors, messieurs, nous avons 20 minutes. Le sujet souveraineté digitale est un sujet particulièrement vaste, devant un auditoire acquis à la cause des énergies et infrastructures au sens large. Je vais donc commencer par une première question pour essayer de définir le débat. Qu'est-ce que c'est la souveraineté digitale pour vous? Est-ce qu'il s'agit d'une question d'indépendance technologique, d'une question de protection de données ou de notre écosystème économique ou d'un contrôle stratégique? Thomas, on peut commencer avec vous. La souveraineté digitale, c'est peut-être encore plus large. C'est tout simplement la capacité à maîtriser son destin. Ce qui est en train de se jouer actuellement avec le cloud, l'intelligence artificielle, les infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle, c'est à la fois la compétitivité de nos économies, de nos entreprises européennes, mais je pense que c'est bien plus. C'est la façon de s'informer, de se divertir. Et ce qui est en jeu, c'est à la fois notre inconscient collectif, nos valeurs, et n'ayons pas peur des mots, une forme de civilisation. Et il serait totalement dangereux de laisser l'Europe aux mains d'une intelligence artificielle construite par d'autres. Et on le voit, et c'est une réalité, il y a aujourd'hui une diplomatie de l'intelligence artificielle. Lorsque l'on voit que c'est dans le bureau ovale que sont prises les décisions d'autorisation d'export des dernières générations de puces NVIDIA, qui cible d'ailleurs certains de nos alliés européens qui n'ont pas le droit d'accéder à cette dernière génération de puces NVIDIA. Heureusement, ce n'est pas la France n'en est pas victime aujourd'hui. Voilà, donc il y a un impératif. Alors je sais qu'il y a beaucoup de priorités actuellement, mais c'est une priorité absolue de développer une souveraineté numérique européenne, parce qu'elle s'entend uniquement à l'échelle européenne, et ce n'est en rien une forme de volonté d'autarcie ou de repli sur soi. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, bonjour. Donc effectivement, la souveraineté, c'est un nouveau mot à la mode. C'est une question de maîtrise de son destin, en effet. Il s'agit de décider qu'est-ce qu'on veut être, pas être une des 12 colonies de Hunger Games. Donc ça passe d'abord par la politique, choisir ses dirigeants. Donc derrière, il y a la gestion des ingérences, la gestion des datas, la gestion des fake news, etc. Mais surtout, c'est une question économique. On parle d'argent, encore une fois. Il s'agit aujourd'hui, l'Europe est prise entre deux feux, perte de compétitivité sur l'industrie traditionnelle vis-à-vis de l'Asie et de la Chine, perte de compétitivité sur l'industrie du XXIe siècle par rapport aux États-Unis. Et ça génère une forme de retenue à la source, il faut dire les mots, par rapport à la big tech américaine. Si on perd nos moyens, on perd notre influence. Donc, véritablement, il s'agit d'une guerre économique. Merci Vincent. On va peut-être rester avec toi parce que ton rôle d'investisseur dans les énergies et infrastructures au sens large nous intéresse particulièrement. Maintenant qu'on a défini le débat, comment est-ce qu'on renforce notre souveraineté digitale? Est-ce que c'est une question d'infrastructure, d'énergie abordable, d'innovation, de talent ou le tout à la fois? Bon, évidemment, c'est tout à la fois. Si on commence par les infrastructures, parce que c'est le sujet du jour et c'est là où on a quelque chose à dire, d'une certaine manière, c'est probablement le plus simple. Les infrastructures doivent être situées ici. On a les moyens de les situer ici. On a la technique, on a la technologie, on a les moyens, on a les compétences. Nos amis américains ou chinois, s'ils veulent développer leur intelligence artificielle ou leur cloud chez nous, ils doivent passer par nos infrastructures. Donc c'est d'une certaine manière la bataille la plus facile à gagner. Néanmoins, pour gagner cette bataille-là, il faut accès à de l'énergie. Et là, on va retomber sur le débat que j'entendais avant, l'énergie facile, l'énergie affordable et décarbonée. Ben non, en fait, pas facile du tout. On a une filiale ensemble avec Thomas. Quand on demande de l'énergie, on nous donne des temps de raccordement de 4 ans. Donc, en fait, si on veut avoir de l'énergie disponible, pas chère, en tout cas compétitive et décarbonée, il faut un plan. Et aujourd'hui, on ne l'a pas.
Donc bon, si j'étais ministre de l'Europe, de l'énergie, je saurais quoi faire. Je crois que ce job n'existe pas d'ailleurs, mais en tout cas, il faut le faire. Donc nous, on fait le pari que ça va se faire, et donc on va investir dedans, et on va investir avec cette idée-là. Mais c'est un des sujets majeurs de la question de l'intelligence artificielle. Bizarrement, on retombe sur l'énergie. Après, tu l'as dit, les talents, on les a. Bon, on a un nouveau prix Nobel d'économie qui a expliqué que l'innovation, l'éducation, c'était le meilleur investissement qu'on puisse faire sur le long terme. Donc, évidemment, on est 100% d'accord avec lui. Mais on les a, il faut juste bien les employer. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? La régulation encore. Alors, je suis toujours un peu embêté avec la régulation. Normalement, il faut la régulation. Je constate juste que chaque fois que les régulateurs s'en mêlent, avec les meilleures intentions du monde, mais ils génèrent des décisions adverses, que ce soit sur le logement, sur la voiture électrique. Ou sur le RPD. Ouais, voilà. Donc au final, en voulant aider un secteur, il finit par l'affaiblir. Donc je dis au régulateur, oui, bien sûr, aide-nous, mais fais attention quand même. Et voilà, mais les arguments sont là, les ingrédients sont là, il faut qu'on les conjugue pour garder notre compétitivité. Merci Vincent. Thomas, même question. Pour essayer d'être très concret, déjà, je suis optimiste. Notre continent a tout pour réussir. Le premier ingrédient, Vincent l'a nommé, c'est l'excellence scientifique. Et c'est essentiel. Alors si je prends un angle uniquement français, mais quand on regarde les personnes qui comptent dans l'intelligence artificielle, les chercheurs, les ingénieurs qui comptent sur le top 100, il y a un peu plus de 20% qui sont français. Donc il faut préserver cette excellence scientifique. Il faut améliorer les partenariats entre la recherche privée et la recherche publique. Et il est inacceptable que lorsque vous êtes un chercheur en IA en France, que vous ayez comme seul horizon de partir sur la côte ouest. Ce qui a été à l'origine de notre initiative avec le groupe CMA, CGM et avec Schmidt Venture de créer une fondation dédiée à la recherche en intelligence artificielle dotée de 300 millions d'euros pour faire revenir des chercheurs de la côte ouest et les payer convenablement. Deuxième enjeu, c'est une question de volonté politique. Quand je regarde un certain nombre de grands succès de la tech américaine, prenons SpaceX qui a totalement révolutionné l'industrie spatiale au cours des 10 dernières années, ils ont bénéficié à plein de la commande publique américaine au travers de la NASA. Et cette commande publique, elle est totalement assumée en Chine ou aux États-Unis. En Europe, ce n'est pas le cas. On ne demande pas de subvention, on demande un minimum de visibilité au travers de la commande publique, qui est un levier extraordinaire pour faire émerger des champions. Il est temps que l'Europe se pose la question d'un Digital By Act. Il y a bien évidemment les infrastructures qui sont essentielles, l'énergie, c'est Sam Altman qui le dit, le coût de l'intelligence artificielle convergera vers le coût de l'électricité. C'est à la fois une question de coût, mais aussi de vitesse d'exécution, et il est anormal qu'en France, aujourd'hui, en 2025, il faut un délai de 3 ans et demi pour sortir un data center de terre, alors qu'on a un retard considérable en termes de puissance de calcul avec un ratio de 1 à 10 avec les États-Unis, là où dans l'État de Virginie, il faut à peine 10 mois. Inconcevable. Très clair, merci. Restons avec vous, parce que vous êtes directeur général d'un groupe international. Quand on parle de souveraineté, on entend souvent protection. Peut-on rester global et compétitif tout en assurant la souveraineté? Oui, ce que l'on demande, et j'insiste sur ce point, c'est surtout pas que l'Europe bascule dans une forme d'autarcie, se coupe du meilleur de la technologie chinoise ou de la technologie américaine. On irait totalement dans le mur. Mais aujourd'hui, et c'est vraiment pour moi la première étape de la souveraineté, il faut être conscient de ses propres dépendances. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop de dépendances et on n'est pas dans une situation de réciprocité. Ça pose strictement aucun problème à la France de donner une partie de ses données de santé à un acteur américain. Je peux vous dire que la réciprocité, elle est totalement impossible. Impossible aux États-Unis et en Chine. Donc, c'est avant tout une question de volonté politique. Le rapport Draghi a ouvert les yeux à un certain nombre de décisionnaires politiques, mais on est 13 mois après la publication du rapport Draghi, et je crois qu'il y a moins de 10% des préconisations qui ont été mises en vigueur. Donc voilà, il faut avoir, c'est pas uniquement une question de moyens, c'est aussi une question de vitesse d'exécution, et nous sommes réellement dans un moment de bascule. Très clair. Même question, Vincent?
Non, je pense qu'aujourd'hui, à court terme, on peut pas. On est aujourd'hui, effectivement, on voit tous les groupes soutenus plus ou moins par l'État en train de faire des arbitrages. Est-ce que j'achète des trucs pas chers qui viennent d'ailleurs, ou est-ce que je construis des trucs autonomes mais qui sont plus chers? Donc ces arbitrages-là sont mortels. Et donc si on reste enfermé dans cette équation court terme, on s'en sortira pas. Pour moi, la question, c'est une question moyen terme. Je pense que c'est une question de volonté politique, mais c'est surtout une question d'exécution. Donc effectivement, on a les ingrédients. Enfin, il faut voir quand même que plus tôt dans l'année, il y a eu un sommet de l'EAI, je crois, qui était ici, ou enfin qui était quelque part organisé par le président. Pendant plus de la moitié du sommet de l'EAI, on a parlé d'infrastructure. Donc l'infrastructure est la clé de ce nouveau monde virtuel, qui soit drivé par les data, par le cloud ou par l'AI. Sur cet aspect-là, on a tous les atouts, ils sont en place. Il y a quand même des atouts d'exécution, on vient de le dire, sur la partie mise en œuvre, mais on a les atouts. Sur l'aspect software, je suis mal placé pour dire. J'ai l'impression que le match vient juste de commencer, donc on a un peu de retard. Mais bon, c'est comme si on perdait 1-0 au bout de 10 minutes. Donc ça se joue, quoi. Mais si ça se joue pas, on perd, ça c'est sûr. En revanche, ça va pas arriver tout seul. Le point qu'a dit Thomas est totalement évident. La souveraineté, c'est pas l'indépendance, c'est pas l'autarcie. On va pas retourner à un monde déglobalisé. Ça n'existe pas. Donc, la souveraineté, ça veut dire développer suffisamment d'atouts dans nos compétences, dans nos couches de logiciels, dans nos infrastructures, dans notre énergie, qui fait qu'on peut parler raisonnablement à la table avec nos contreparties venues d'ailleurs, des États-Unis, de Chine en particulier, sans se faire rouler dessus systématiquement. Ça, on a les cartes. Après, il va rester l'équation économique qui, encore une fois, on ne peut pas se départir. On peut faire semblant que la volonté politique est plus forte que les équilibres économiques, mais ce n'est pas vrai. Et à chaque fois qu'on fait semblant que ça arrive, on finit par le payer, et par le payer cher. Donc moi, je dis depuis longtemps, je suis content que Sam Altman l'ait redit, mais je dis depuis longtemps que la compétitivité économique est basée sur la compétitivité de l'énergie. J'allais dire, heureusement qu'il y a eu une guerre en Ukraine, je suis désolé de le dire comme ça, pour qu'on s'en rende compte de manière aussi évidente. Il semblerait que maintenant on ait un plan dans l'énergie qui fasse qu'on puisse remonter. L'autre côté du spectre, c'est effectivement développer les couches de logiciels qui permettent de gérer ça. J'ai aucune idée de savoir si l'AI va devenir à la fin une commodité qui sera donc le prix de l'électricité et en accès libre, ou alors sera encore une fois une manière pour les Américains de mettre une retenue à la source, parce qu'il s'agit quand même bien de ça, hein, une retenue à la source sur toute la production industrielle, en fait, pas que digitale, industrielle faite en Europe. Donc ça, c'est à nous d'être assez malins dans l'organisation des business models. Mais c'est sûr que rien ne va arriver tout seul, mais c'est aussi sûr qu'on a tous les arguments pour le faire. Justement, vous avez mentionné l'intelligence artificielle et je ne peux pas résister à la question de vous poser la question. Alors moi, j'ai 2 garçons en bas âge, pas encore adolescents. J'ai beaucoup de mal à leur expliquer que lorsque moi, je rentrais en adolescence, on avait un téléphone fixe à la maison, un téléviseur avec très peu de chaînes, et puis on avait encore le Minitel qui servait d'interface avec l'administration. Beaucoup d'entre vous ne savent peut-être même pas ce que c'est le Minitel. Là, on a une innovation technologique qui a évidemment été extrêmement importante au cours des 30 dernières années, et arrive l'intelligence artificielle. On a l'impression qu'elle va effectivement bouleverser beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on assure la souveraineté de l'intelligence artificielle, la souveraineté avec l'intelligence artificielle, et quels impacts vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait avoir à moyen terme dans les années à venir ? Bon, ça, c'est une question impossible. D'abord, avec ton introduction, c'est pas mal, hein, parce que je me sens tout vieux, parce que moi, j'ai commencé, on s'envoyait des fax. Pour le moment, on ne sait pas comment l'intelligence artificielle va changer les débats. À l'arrivée d'Internet, on a dit la population entière a la connaissance du monde à une portée de clic, et finalement on s'en sert pour pousser des complotistes de partout. Donc on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Néanmoins, ça arrive, c'est là, ça rentrera pas, le génie ne rentrera pas dans la boîte.
On voit évidemment des éléments de productivité immédiats qui vont raccourcir les délais d'analyse et les délais de décision, mais l'impact structurel sur l'organisation de nos business models, on ne les connaît pas. Donc il faut considérer que comme tout de la technologie, c'est un outil qui va nous permettre de travailler mieux, de travailler plus, de faire des choses qu'on n'imagine pas encore. Il faut qu'effectivement nos enfants, mais nous-mêmes aussi malheureusement, on s'accommode à ces nouveaux outils. Il faut faire en sorte effectivement que les business models qui se mettent en place fait que les gens qui maîtrisent ces outils ne capturent pas une grosse partie de la valeur, ce qu'on n'a pas fait sur en fait les GAFA, quoi, pour parler clairement. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut qu'on s'équipe effectivement, si ce n'est des outils de LLM directement, au moins des couches de logiciels intermédiaires qui maîtrisent les applicatifs. Bon, c'est le travail qui est fait. On a un tissu industriel dans ce secteur qui est tout à fait honorable. Thomas l'a dit, on a les compétences, enfin on a les chercheurs quoi, et les ingénieurs. Moi, j'encourage tout le monde à travailler sur ces outils-là, à rester à l'affût. Je suis incapable de dire en comment ça va affecter les business models. Est-ce que ça va générer des breaches dans notre souveraineté? Si on fait rien, certainement, parce qu'on n'est pas en train, on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Mais est-ce que ça rebat les cartes aussi d'une certaine manière par rapport à un monde de data qui était aujourd'hui complètement stabilisé, je veux dire, avec les GAFA? Ça rebat les cartes et donc ça réouvre probablement des opportunités pour les Européens. Thomas? Quand on regarde la force de transformation la plus importante de nos économies, de nos sociétés au cours des 15-20 dernières années, ça a été le numérique. Ça a été clairement la force de transformation de nos sociétés. Ce qui est en train de se jouer avec l'intelligence artificielle est pour moi relativement similaire. Je le regarde en tant qu'opérateur télécom. On est opérateur télécom dans 18 pays. Depuis 3 ans, on a des usages concrets d'IA sur la détection préventive des pannes sur nos réseaux, et là c'est majeur, sur la relation que l'on a avec nos abonnés, la capacité à apporter des réponses beaucoup plus rapides, beaucoup plus personnalisées. Et quelque part, l'intelligence artificielle nous permet de mieux faire notre métier d'opérateur télécom. On le voit que dans tous les domaines, dans l'industrie automobile, dans l'industrie de la recherche médicale, pharmaceutique, ça va venir balayer tout sur son passage. Enfin, un chiffre, moi, qui m'a beaucoup marqué, ChatGPT est probablement l'outil qui a connu la démocratisation la plus importante. En l'espace de moins de 2 ans, plus de 700 millions d'utilisateurs. On voit que la prochaine vague, ça va être une utilisation à une échelle industrielle. Et quand vous parlez de souveraineté, il y a une souveraineté numérique, mais aussi une souveraineté par le numérique, par l'intelligence artificielle. Vous avez mentionné à l'instant une guerre sur notre continent en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, c'est à la fois Verdun, mais avec des drones, et des drones qui sont de plus en plus pilotés par une intelligence artificielle. Donc nécessairement, le destin de notre continent passe par une meilleure maîtrise de ces enjeux-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé vos idées et vos réflexions avec nous. J'ai noté qu'on avait de très bons industriels et opérateurs, des financiers capables de financer. Et j'ai noté que c'était effectivement un enjeu important pour la France et l'Europe dans son ensemble. Je note surtout que vous êtes optimiste, ce qui est évidemment essentiel pour la suite et qu'il faut simplement, évidemment, il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci, messieurs, vous pouvez les applaudir. Merci. Merci.